Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Territoire d'info, une émission de Public Sénat de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, c'est Alexis Bachelet, le porte-parole de Benoît Hamon, qui était notre invité au lendemain de la victoire de son candidat à la primaire de la gauche. Et il a estimé que ce dernier était en capacité de rassembler les électeurs de gauche. Les choses vont aller rapidement maintenant. Benoît Hamon a gagné largement cette primaire. Il a la légitimité pour conduire sa famille politique, pour la rassembler. Ça a démarré dès hier soir. À ce stade-là, il n'y a pas encore de rendez-vous de prix, mais il y a une volonté annoncée par Benoît Hamon en tant que candidat d'aller rencontrer, discuter, échanger avec d'autres. Comment peut-on rassembler en même temps, par exemple, les partisans de Manuel Valls, qui étaient sur une ligne politique, qui n'était pas la vôtre, et ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore une autre ligne politique? Je ne vois pas bien le dénominateur commun. Mais là, nous, on ne va pas faire de discussion de boutique. Il y a un projet qui a été validé par 59% des Français qui ont participé. Donc on se range derrière votre projet, point final. Donc il y a une base. Il y a une base. Le projet il peut être enrichi. Et puis on va s'adresser aussi, pensons-le quand même, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que peut-être que la discussion avec Jean-Luc Mélenchon lui-même, elle sera difficile. Il faut que lui, il soit en posture de dialogue. C'est pas toujours le cas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui l'avaient pris par défaut en se disant, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il y aura un autre candidat de gauche, on prend celui-là. Mais maintenant, il y a un candidat de gauche, Benoît Hamon. Un candidat aussi. Donc en gros, vous dites que Hamon est là maintenant pour siphonner les voix de Mélenchon. C'est un peu ça. Je dis que les électeurs vont se porter vers celui qui est en capacité de rassembler, donc de gagner. Parce que, quelque part, le point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont un peu sur les gauches irréconciliables. C'est chacun dans son couloir et on ne va pas discuter avec les autres parce qu'on n'a pas de point commun ou parce qu'on ne veut pas en chercher. Benoît Hamon, lui, il dit, si on cherche, on va trouver. On va trouver sur un certain nombre de sujets des choses qui peuvent nous fédérer. Par exemple, l'écologie. C'est aujourd'hui quelque chose qui est central dans le projet de Benoît Hamon. Ça peut fédérer à gauche. En aucun cas, là, je veux dire, le bilan de François Hollande est incarné par qui que ce soit. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout est nul. Alors quand même Benoît Hamon a été ministre. Ça n'a jamais été le propos de Benoît Hamon pendant cette campagne. C'est vrai. Il a dit des choses équilibrées. Il a reconnu que sur un certain nombre de sujets, c'est pas parce qu'il a été ministre de l'Éducation, mais il y a aussi ce sujet-là sur lequel il y a eu des choses fortes, mais sur les sujets régaliens, la justice, la défense, la sécurité, Benoît Hamon a été en soutien comme ministre, puis comme député. Donc on n'a pas jeté tout le quinquennat, nous avons un regard peut-être plus critique que d'autres, mais vous savez très bien qu'une élection présidentielle, ça ne se gagne pas sur un bilan. Sinon, Lionel Jospin, par exemple, aurait été élu. Donc ça se gagne sur un projet, sur une vision d'avenir. Voilà, on est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui est amendable dans le projet de Benoît Hamon pour quand même faire quelques gestes vis-à-vis de ceux que vous voulez rassembler? Citez-nous un exemple. Moi, je pense que le projet va être enrichi dans les jours et les semaines. Sur le revenu universel, par exemple, on fait comment pour rassembler tout le monde autour de cette idée? Écoutez, sur le revenu universel, il y a une première étape sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'étape de l'extension aux 18-25 ans, revalorisation à 600 €. Celle-là, elle est chiffrée, 40 milliards, et elle est réalisable dès 2018. Donc là-dessus, il n'y aura pas de remise en cause de ce qui a été expliqué pendant la campagne, et d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais qui a été validé par les électeurs de la primaire. Emmanuel Macron, c'est dans cette campagne maintenant qui démarre aujourd'hui, c'est un adversaire, c'est un concurrent? Emmanuel Macron, c'est un concurrent. Il s'est lancé déjà depuis plusieurs mois dans l'élection présidentielle. Vous ne lui tendez pas la main, vous l'attendez à Jean-Luc Mélenchon, mais pas à Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. On ne sait pas très bien. Moi, j'ai été, hier, dans des débats avec des porte-paroles d'Emmanuel Macron qui nous disaient Emmanuel Macron, il est et de droite et de gauche. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est être et de droite et de gauche. Je vois bien ce que c'est être de droite. Je vois bien le programme de François Fillon, baisse des fonctionnaires, début de privatisation de la sécurité sociale, retraite à 65 ans. Je sais ce que c'est qu'être de gauche. En tout cas, pour Benoît Hamon, on a un projet qui est clair avec des identifiants extrêmement forts. Mais être et de droite et de gauche, je ne sais pas. Certains de vos collègues socialistes, vous savez, regardent quand même ce qui se passe du côté d'Emmanuel Macron. Certains pourraient même le rejoindre. Comment vous expliquez cette démarche alors ? Écoutez, d'abord, nous verrons des 10 collègues vont réellement rejoindre Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de dites à ce sujet. Je pense que la réussite de la primaire, à la fois la participation populaire, la victoire nette de Benoît Hamon va créer une dynamique. Tout est jouable là. Mais tout est rebattu, bien sûr. C'est une nouvelle campagne qui démarre. À la minute où je vous parle, il y a des électeurs qui pensaient... comme certains pensaient voter Mélenchon, d'autres pensaient voter Macron. Puis ils découvrent qu'il y a un candidat qui est plus central, qui s'appelle Benoît Hamon, et qui peut rassembler des gens qui viennent de chez Mélenchon et de chez Macron.
Mardi, en pleine polémique autour de l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon, David Rachlin, le directeur de campagne de Marine Le Pen, se dit favorable sur ce plateau à ce que la loi empêche un parlementaire d'employer un proche. Écoutez, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été données par la presse. Il faut que M. Fillon réponde et nous explique si, oui ou non, le travail pour lequel Mme Fillon a été rémunérée a été effectivement réalisé. Si c'est le cas, très bien. Si ça n'est pas le cas, ça pose une difficulté pour un candidat qui nous promettait probité, responsabilité, transparence, etc. Sur l'affaire quand même juste du collaborateur parlementaire, est-ce que si demain vous avez la majorité à l'Assemblée, si Marine Le Pen est présidente de la République, est-ce qu'un parlementaire pourra toujours employer quelqu'un de sa famille au Sénat comme à l'Assemblée? Pour que les choses soient extrêmement claires, il vaut probablement mieux éviter que la loi ne permette plus d'embaucher ses proches. Ok, mais au-delà de ça, oui ou non, cette dame a-t-elle travaillé pour le montant, des montants quand même qui sont importants. Enfin, moi-même, j'ai deux assistants parlementaires et un mi-temps. À 6 000 € par mois, c'est quand même de l'assistant parlementaire de compétition, quoi. Alors, regardons la situation du Front National, puisque Marine Le Pen doit aussi faire face à des soupçons d'emploi fictif. Non, pas d'emploi fictif, Parlement pas européen. Attendez, le Parlement européen lui donne jusqu'à aujourd'hui pour rembourser 300 000 € qui correspondent au salaire d'une assistante qui n'aurait travaillé que pour le parti. Alors, on demande aussi le remboursement de 40 000 € d'un homme qui est le garde du corps Vous aurez de noté Marine qu'on Le Pen. ne doute pas du travail effectué par ces gens-là. Simplement, le président Schulz, à l'époque, le président socialiste du Parlement européen, nous explique qu'il y a une différence entre le moment où son assistante répond au téléphone quand elle dit souhaitez-vous parler à Madame la présidente du Front National ou à Madame le député européen. Vous voyez bien que ça ne tient pas, que ça n'a aucun sens. Si on vous demande de rendre une somme d'argent, est-ce que vous allez rendre ces 300 000 €? Mais encore une fois, il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours et nous démontrerons le contraire. En l'occurrence, sachez par ailleurs que nos assistants au Parlement européen, personne ne leur fait le grief de ne pas avoir travaillé. On leur reproche d'avoir des responsabilités politiques par ailleurs. Ça n'a aucun sens. Et on voit mal comment on pourrait interdire à quelqu'un qui a un contrat de travail d'avoir des responsabilités politiques ici ou là, dans tel ou tel mouvement politique. Provoqué ce que vous savez. Bon, juste une autre question d'actualité. Selon l'AFP ce matin, depuis les élections municipales de 2014, il y aurait eu 400 cadres frontistes locaux qui auraient démissionné de leurs fonctions sur environ à peu près 1500. Est-ce que vous confirmez cette information? Cadre, permettez-moi de vous dire, je pense que vous exagérez un petit peu. Il y a quelques conseillers municipaux qui s'apercevant de la charge de travail importante ou quelques déçus qui n'ont pas été investis aux élections d'après, pour les élections départementales ou régionales, ou simplement parce qu'ils ont, ou parfois parce qu'ils ont simplement déménagé ou qu'ils ont une autre activité. Ça fait un tiers quand même. Activité professionnelle, voilà. Oui, ça traduit quoi quand même. Vous savez, la réalité de ce mouvement, c'est plutôt une crise de croissance qu'autre chose. La réalité de ce mouvement, c'est la professionnalisation. La réalité de ce mouvement, c'est l'arrivée massive de nouveaux élus, de nouveaux militants, de nouveaux cadres. Dans l'actualité, il y a évidemment les mesures de Donald Trump. Interdire l'accès à un territoire national en fonction d'une croyance religieuse, est-ce que ça vous choque? Mais ça n'est pas en fonction d'une croyance religieuse en l'occurrence, c'est en fonction d'un territoire, d'un pays duquel vous provenez. Et semble-t-il... apparemment les chrétiens de Syrie et d'Irak, ils n'ont pas de problème pour venir, ce sont les musulmans qui ont des soucis. Mais non, si c'était les musulmans, l'ensemble des pays musulmans seraient frappés par ça. Par exemple, je crois savoir que l'Arabie Saoudite n'est pas frappée par ce décret. Par conséquent... mais vous trouvez que c'est du protectionnisme intelligent? Soyons raisonnables. Ça ne veut pas dire pour autant que je partage cela et que nous comptons nous y prendre de la même manière. Ça veut simplement dire que les États-Unis manifestement craignent pour leur sécurité intérieure et donc ils prennent des mesures en conséquence. En ce qui nous concerne, nous ne comptons pas dupliquer la politique de M. Trump en tout point. Je vous le dis de manière extrêmement claire. Mais pour autant, nous sommes sensibles au sujet de la sécurité intérieure pour pouvoir savoir contrôler ce qui rentre sur notre territoire. Pas forcément en fonction des pays d'ailleurs desquels ils viennent particulièrement, mais tous ceux qui veulent rentrer sur notre territoire doivent être évidemment contrôlés. Et à tout le moins, on doit savoir qui rentre sur notre territoire. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Mercredi, sur notre plateau, Annick Girardin, la ministre de la Fonction publique, a réagi à l'affaire Fillon et a estimé que les Français ne supportent plus que les politiques aient un discours moralisateur et qu'ils ne soient pas exemplaires.
Alors d'abord, moi, je ne commente jamais des affaires quand elles sont en cours ou en instruction, comme c'est le cas. Ce que je crois qu'il faut dire, c'est que les Français ne supportent plus d'avoir un discours, que les politiques aient un discours moralisateur et qu'à côté, ils ne soient pas exemplaires. En même temps, je voudrais rappeler que ces situations, aujourd'hui, ne sont plus possibles. Je rappelle la loi qui a été prise par ce gouvernement en 2013 sur la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, si un citoyen veut savoir qui est employé par son parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, en 2 clics, il le sait. Donc il faut effectivement aujourd'hui ce n'était pas illégal. Il faut rappeler que ce n'était pas illégal à l'époque. Ce n'était pas illégal. Alors qu'est-ce qui choque les Français selon vous ? Ce qui choque le Français, c'est le discours d'un politique moralisateur. C'est effectivement ce qu'a fait François Fillon. Et puis après, un certain nombre d'accusations. Attention, qui sont portés par la presse. Je crois que c'est un vrai rejet du coup de la classe politique qu'on va finir par, qui est déjà existante, mais qu'on va finir par conforter. Et puis une fuite des électeurs vers les extrêmes. Et je crois que tout ça est véritablement inquiétant. Mais je veux redire ici que cette transparence de la vie publique, c'était une vraie bonne décision. Les quotidiens ce matin, et je pense au quotidien L'Opinion, qui dit qu'il aurait menti en direct et il le compare à Jérôme Cahuzac. Qu'est-ce que vous faites cette comparaison ? Je crois qu'il est un peu facile de faire de sortir toutes ces phrases, de faire ces comparaisons. Monsieur Fillon, comme Monsieur Cahuzac a dû le faire en son temps, répondra et se défendra. Et nous verrons bien s'il y a une suite. Quand on se présente à la présidentielle, quand on se présente devant tous les Français, il vaut mieux être exemplaire. Chez les proches de François Fillon, on estime que Bercy, alors Bercy ça veut tout dire et rien dire, pourrait être un petit peu le pourvoyeur d'informations. C'est la revanche des fonctionnaires ? Je ne crois pas. Vraiment, je sais pas et je ne crois pas. Enfin, le fonctionnaire, il a été effectivement aujourd'hui par François Fillon attaqué dans sa raison même, dans son action, dans le sens, dans son engagement. 500 000 fonctionnaires, c'est une aberration la proposition de François Fillon. Alors, François Fillon justifie et son équipe justifie effectivement ces 500 000 fonctionnaires par le nombre de départs à la retraite dans les 5 ans à venir, puisqu'il y a 560 000 départs à la retraite de prévus dans les 5 prochaines années. Mais en même temps, parce que c'est important qu'on parle du projet de François Fillon, en même temps, François Fillon rajoute 3 ans d'exercice aux fonctionnaires, ce qui fait qu'il n'y aura pas dans les 5 ans à venir 560 000 départs, mais il en reste que 230. Ça veut dire que son programme est inapplicable tel qu'il l'explique. Ça veut dire que son programme, c'est un plan, tout simplement, de licenciement de toute la fonction publique, où il souhaite garder que le régalien. C'est un plan caché que vous nous dites aujourd'hui ? Dans les explications qu'il donne, qui sont totalement floues et qui ne correspondent pas aux chiffres que l'on peut avoir, nous voyons bien qu'on a un plan qui consiste à dire on garde très certainement que les fonctionnaires qui sont dans des services régaliens, donc les ministères régaliens, qu'on peut penser que la territoriale sera largement attaquée, que l'hospitalière aussi. Et on voit bien que c'est notre modèle social qui est attaqué. Annick Girardin, justement, que pensez-vous de Benoît Hamon, le candidat que se sont choisis les socialistes et la gauche à l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez le soutenir? Je suis une radicale de gauche. Oui. Mon parti rencontre en ce moment, hier, Sylvia Pinel, la présidente, a rencontré Benoît Hamon. Il revient à Benoît Hamon aujourd'hui de faire le rassemblement. Et pour rassembler, il faut discuter, il faut débattre, il faut élargir le projet. Les PRG aujourd'hui ont besoin d'éclaircissements sur le projet européen de Benoît Hamon qui ne correspond pas à notre vision de l'Europe sur la laïcité. Allez-vous le soutenir? Les militants. Il y a un candidat également, Macron. Moi, j'ai été au gouvernement avec les deux. Moi, j'estime que les deux, que ce soit effectivement Emmanuel Macron ou que ce soit Benoît Hamon, ont le même devoir que moi. C'est-à-dire de défendre ce quinquennat. Et qui défend le mieux le quinquennat aujourd'hui, Emmanuel Macron ou Benoît Hamon? Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont un peu à égalité. Oui, Christine Taubira est PRG comme vous, et elle se dit atterrée par la popularité d'Emmanuel Macron sur les jeunes esprits. Est-ce que vous êtes atterré par cette popularité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le programme d'Emmanuel Macron, puisque vous nous dites finalement que votre cœur balance entre j'ai jamais dit que mon cœur balance. J'ai dit que j'ai travaillé avec les deux. C'est qu'aujourd'hui, on regarde effectivement à voir comment, avec Benoît Hamon, nous pouvons travailler et porter sa candidature. Jeudi, alors que la polémique continue de diviser la droite, Bernard Debré, conseiller stratégique de la campagne de François Fillon, reprend la théorie selon laquelle l'affaire serait pilotée par le pouvoir. Et je vais vous dire simplement ce qu'on est en train de dire chez Fillon. Nous ne nous laisserons pas voler à droite l'élection présidentielle. Bernard Debré, Georges Fenech, interrogé, et ce sera la dernière question autour de Georges Fenech, il dit ce matin...
pour la présidentielle, c'est peut-être déjà trop tard. Non. Non, on va voir. Il y a une présomption d'innocence. Il va y avoir dans les jours qui viennent... Parce que peu importe qu'il y ait présomption d'innocence ou pas. Ah bon. Donc, en tout cas, dans l'image. Non, mais attendez, si l'image est plus importante que l'innocence, c'est quand même extrêmement grave pour la démocratie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'image a été construite par une officine, je ne sais pas laquelle. On va unir. Vous ne savez pas laquelle? Je ne sais pas laquelle. Vous imaginez que M. Le Foll va dire c'est moi qui ai fait ça? Non, mais vous, est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui que ce soit une officine? On n'a pas de preuves, mais on sait. Donc, pourquoi avancer que c'est une officine? Parce qu'on est en train de chercher, qu'on a des suspicions. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. C'est un conseiller de François Hollande qui est là pour ça. Et on le sait bien. Dans le viseur, le juge Nadal. Oui, c'est dans le viseur du juge Nadal, bien entendu. Il a été nommé pour ça, ainsi que d'autres. Écoutez, ça vous étonne pas que ça paraisse dans le Canard enchaîné, 6 heures après, on ouvre une instruction, et puis on ouvre c'est la une rapidité, information. c'est les délais qui vous posent problème? Vous trouvez que ça a été trop vite? Mais écoutez, ce sont des faits qui ont commencé en 1988. 88. Comment ont-ils pu aussi rapidement sortir tous ces faits qui sont légaux, je vous le rappelle. C'est légal. C'est légal. Alors, restons sur cette idée, si vous voulez bien, d'officine, de cabinet noir, du juge Nadal que vous avez visiblement cerné. Ça profite à qui? À la gauche. À qui voulez-vous que ça profite? Je vous pose la question. Ça profite à M. Macron. C'est évident. Quand l'affaire a commencé, on pouvait imaginer entre Hamon et Valls l'un des deux. Alors ça ne profitera pas beaucoup à Hamon, mais ça profitera... Donc vous dites que quelque part tout est monté depuis l'Élysée? J'en suis absolument persuadé. Persuadé, qui voulez-vous qui monte ça? Mais quel serait l'intérêt de l'Élysée de monter cette opération, clairement? De voler à la droite son élection. Vous êtes tous en train de dire il faut quelqu'un d'autre. Et vous savez qu'un plan B, c'est un plan bricolage. C'est du bricolage. Est-ce qu'Alain Juppé a tort de s'entêter, de ne pas vouloir être ce plan B, justement? Bien entendu. Et il n'a pas de raison d'être dans ce plan B. Les députés, il y en a 200 déjà, qui ont signé une pétition. 200 députés de la droite. Ça fait beaucoup. Ils se disent, et les nous autres sommes quittent derrière. le navire. Les autres vont venir. Non, les autres quittent le navire. Ceux qui font des pétitions, justement, pour qu'on pense à autre chose, ils quittent le navire? Il y en a qui? Je pense à M. Gosselin. Oui, il y en a 2. D'accord. Ça fait pas beaucoup. Ouais. Et peut-être courageux. des intérêts. Non, je trouve que c'est pas très courageux. Alors, on va attendre. Mais pourquoi on n'entend pas Nicolas Sarkozy, par exemple? Et que voulez-vous qu'ils disent? Défendre François Fillon, les autres le font. Mais demandez-lui, moi j'attends. Mais vous êtes étonné qu'ils ne réagissent pas? Non, je ne suis pas étonné. Vous savez, dans cette politique, avec tout ce qui se passe, il y a des gens courageux, il y en a des gens moins. Bernard Debré, vous dites plan B, c'est plan bricolage. Selon une source, Bernard Debré, Barouin a vu Nicolas Sarkozy hier pour préparer justement la suite. Alors, Barouin se prépare. Est-ce que vous êtes déjà au courant ou pas? Mais non, mais vous non plus. Excusez-moi. J'y étais pas. Bon, voilà. Mais les sources se servent à ça. Oui. J'étais à La Réunion, j'ai vu tout le monde hier. Barouin a dit je défendrai François Fillon jusqu'au bout. Puis voilà. Vous le connaissez, vous, Très bien. Hamon. Il a des qualités pour être président de la République? Il a des qualités d'homme. Je le connais bien. Pas le président. Mais vous permettez que je termine, parce que si vous faites les réponses, faites-les pour moi. Je dis qu'il a des qualités d'homme, c'est un homme très sympathique, avec qui j'ai discuté hier, d'ailleurs, ou avant-hier, avec qui j'ai discuté souvent. C'est un homme honnête, gentil, sympathique. Gentil, très gentil. Oui, mais vous savez, Valls n'était pas très gentil. Valls était très agressif. Hamon est un homme gentil. C'est une qualité en politique d'être gentil? Oui, rare, très rare. Et je veux dire, alors après, qualité de président... Ça sort du cœur, ça. Il peut avoir les qualités de président, mais pas avec les idées qu'il a. Je les combats. Je le lui ai dit, il le sait, je combats ses idées. Je trouve qu'elles sont d'un autre siècle, d'un autre temps, et qu'elles sont inapplicables. D'ailleurs, on voit très bien qu'il n'y a pas que chez nous que ça tangue. Ça tangue aussi, et même beaucoup, à droite, à gauche. Et au centre.
Vendredi, la polémique autour de l'affaire Fillon enfle et Pierre Moscovici, le commissaire européen et ancien ministre de l'économie qui était notre invité, appelle à ce que l'élection présidentielle se joue vite sur le fond et met en garde contre le risque populiste. Il y a eu une enquête qui est en cours, qu'elle suive ce cours précisément. La seule chose qui me frappe du point de vue qui est le mien aujourd'hui, celui d'un commissaire européen, toujours homme politique, mais un peu plus éloigné de la vie politique au quotidien, c'est qu'il faut que cette élection présidentielle se joue vite sur des sujets de fond. Parce que ce que les Français vont attendre, c'est bien ça. C'est quelle est la politique qu'on leur propose, quel est l'avenir qu'on propose à la France, quel est l'avenir qu'on propose à la France en Europe et pour l'Europe dans un monde qui est un monde difficile, compliqué et dangereux. À Bruxelles, on parle de l'élection présidentielle à Bruxelles, on regarde bien sûr, parce que la France est un pays central en Europe, la France est un pays décisif, la France est un pays cœur. Cette élection, elle est majeure. On attend de savoir qui sera le prochain président et ce qu'il fera. Et il y a, c'est vrai, une inquiétude en Europe, une inquiétude à Bruxelles, que je ne partage pas complètement, je l'avoue, mais qui est là. Ouais. La question, c'est Marine Le Pen. Ouais. C'est à qui profite cette situation? C'est est-ce que le populisme ne s'en nourrit pas? Et donc, vous me demandez ce sur quoi mes collègues étrangers mais l'affaire Fillon, par exemple, on en parle? Oui, bien sûr, on en parle, parce que c'est l'idée. C'est l'image de la France qui est un peu écornée. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues? Parce qu'il y a une interrogation, et parce qu'il y a une inquiétude. L'interrogation, c'est comment est-ce que cela débouche sur un débat politique et sur une élection qui soit une élection saine dans un pays fort. Et la deuxième, c'est est-ce que ça ne profite pas à Madame Le Pen? Est-ce que c'est pas au fond toujours pareil, le tous pourri, le populisme qui l'emporte. Dernier mot sur l'affaire François Fillon. Il a dénoncé quand même un coup d'État institutionnel. Il a visé même le pouvoir et la gauche. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça, en parlant des officines? Ça ne me paraît pas avoir la moindre vraisemblance. Est-ce que vous assisterez demain à l'investiture de Benoît Hamon? Non. Est-ce que j'ai voté aux 2 tours de la primaire. On peut savoir pour qui? Non. Le vote est secret et je n'ai pas souhaité, comme commissaire européen, prendre position. Je suis un socialiste, je suis un social-démocrate, je m'intéresse au débat de mon parti, je m'y investis et j'ai eu un candidat, je peux vous le dire maintenant, dans cette élection et c'est toujours le même. Il a un nom, c'est la gauche européenne. Quand Benoît Hamon s'exprime en disant à propos de l'Europe sociale, je dis que l'Europe n'a rien à y faire, je pense qu'il a tort. J'étais, moi, il y a maintenant près de 2 semaines, dans une grande conférence à Bruxelles, et les Européens attendent un socle européen de droits sociaux. Ils attendent qu'on soit capable de modifier la directive sur les travailleurs détachés. Et moi, au revoir et merci, je préfère toujours bonjour, travaillons ensemble. Cela dit, ce que je crois, c'est que Benoît Hamon, que je connais bien, il a été mon ministre délégué. Merci, ensemble. Oui, absolument. C'est un homme intelligent, qui a beaucoup de qualités et qui sait bien que même s'il y a une élection à un moment donné, même s'il y a une aspiration à la transformation sociale et à des mesures plus radicales, il sait aussi que le cœur de la social-démocratie, c'est précisément un point d'équilibre entre cette gauche et l'Europe, et il lui appartient maintenant de rassembler la famille socialiste. Pierre Moscovici, sommet européen qui s'ouvre à Malte aujourd'hui. Comment les Européens doivent-ils réagir face à Donald Trump? Ne faisons pas comme si le monde avait complètement changé, si nous avions basculé dans une situation où les Américains n'étaient plus nos amis. Ils sont toujours nos amis. Mais ils inquiètent. Après, il y a des motifs. Il y a des inquiétudes, il y a des déclarations. Il y a des motifs d'inquiétude, de préoccupation. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. N'est pas admissible pour moi, par exemple, l'attitude de M. Trump quand il reçoit un homme mai en disant le Brexit est merveilleux. Non, le Brexit n'est pas merveilleux. Il n'est pas merveilleux pour les Britanniques qui verront des difficultés dans leur économie. Il n'est pas merveilleux pour l'Union européenne qui s'affaiblit. Ce n'est pas un exemple à suivre. Pierre Moscovici, il faut donc des personnalités fortes qui répondent aussi à Donald Trump. Est-ce que Emmanuel Macron, on ne l'a pas abordé en fait tout à l'heure, est une personnalité potentielle, forte pour répondre justement à Donald Trump et l'ensemble des défis européens qui se présentent? Avec Emmanuel Macron, j'ai un point de convergence qui est important, qui est même très important. Je parlais tout à l'heure de la question européenne. Je pense que lui a compris quel était l'enjeu. Vous êtes plus donc derrière Emmanuel Macron? Non, j'ai parlé de gauche européenne, si vous voulez. Mais c'est là-dessus que je pouvais avoir un embarras, parce que sur ce terrain-là, je trouve qu'il a compris les choses. Il n'y a pas de raison qu'il soit le seul. Je pense que les autres candidats aussi doivent se positionner sur la question européenne. Je termine sur Emmanuel Macron, parce que je ne veux pas donner l'impression, parce que ce ne serait pas exact, que je crois que c'est l'avenir de la gauche. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a 2 problèmes, ou 2 réserves
de ma part qui sont importantes. La première, je vous l'ai dit, c'est que le ni droite ni gauche ne me convainc pas. Je pense qu'on a besoin d'être situé. Donc il faut qu'il revienne un peu plus à gauche. Je pense Emmanuel Macron peut revenir un peu plus à gauche et vous sauriez pourquoi pas derrière lui. Je dis que, vous savez ce que disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. François Mitterrand aussi disait ça. Il le reprenait, c'est pas obligé. Et donc je pense que il n'incarne pas l'avenir de la gauche. L'ambivalence n'est pas bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'un parti politique, c'est horrible, ça peut avoir plein de défauts. J'ai vécu dans un parti politique depuis 30 ans, mais ça a des grands mérites. 1, il y a une famille européenne autour. 2, il y a une histoire. Et 3, il y a un débat collectif. Et quand un parti se définit trop par rapport à une personne, je pense que c'est pas quelque chose qui est solide dans le temps. Donc, gauche européenne. Donc la gauche européenne reste mon candidat. Mon rêve, et aujourd'hui je suis un homme embarrassé, c'est d'avoir une politique vraiment de gauche et vraiment européenne. Je souhaite que ça apparaisse dans la campagne. Merci de nous avoir suivis. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Le repas, c'est pas simplement manger, c'est se retrouver. Manger très bon sans parler, c'est comme... je pense que c'est moins bon. Ce qui est important dans notre mode d'alimentation en France, c'est autant ce qu'on a dans l'assiette que ce qui est autour, les manières de manger. Et le repas, c'est ce qui construit les différentes périodes de la journée. C'est des choses qui structurent nos modes de vie dans nos sociétés aujourd'hui. À table, aujourd'hui à 14h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.